y a un monde entre Paris et nous. On est nombreux à avoir souffert de ça, c'est-à-dire la distance avec tout ce qui brille. Je dis souvent, j'ai été biberonné à l'ambition par mes parents, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Tout ça, ça crée des... Enfin voilà, je dis souvent que l'école a été une broyeuse pour moi pendant 10 ans, c'était très compliqué. Il y a un bug systémique. En vrai, c'est là où je vois que je suis un arbre sans racines, et je dis un arbre sans racines, ça tombe. Et c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de mes 30 ans, où je me suis dit, je suis plus enraciné. Ils sont où mes potes, ils sont où mes repères, ils sont où mes valeurs ? Bonjour Anthony Bavkin. Bonjour Anne-Cécile. Vous faites partie de ces personnes qui ont pris l'ascenseur social en France, donc j'aimerais qu'on entre ensemble dans la cabine de l'ascenseur, que vous vous regardiez dans le miroir et que vous me disiez qui vous voyez aujourd'hui. Je vois donc Anthony, qui a 38 ans, qui vit en Charente-Maritime. J'ai longtemps vécu à Évry-Courcouronnes, donc à 30 km au sud de Paris, jusqu'à mes 25 ans, donc ça marque, c'est un marqueur important pour moi. J'ai fait quelques années à Paris, et puis après je suis tombé amoureux d'un rural qui m'a un peu contraint, puisque lui voulait pas se déraciner, à partir. Et donc je dirige une asso qui s'appelle Diversity Days, qui est une asso d'égalité des chances. Notre particularité, c'est qu'on a imaginé que la tech pouvait être un tremplin, un ascenseur social. Et donc ça fait maintenant 8 ans qu'on aide des gens à prendre cet ascenseur. Il y a plus de 15 000 personnes qui sont passées par nos programmes, et près de 60% qui ont repris la route des études ou monté leur boîte. C'est quoi votre rez-de-chaussée ? Vous partez d'où, Anthony ? Vous avez dit un peu Évry et tout ça. Revenons un peu là-dessus. En fait, mon rez-de-chaussée, il est relativement simple. C'est Évry. C'est une ville, c'est ce qu'on a appelé les villes nouvelles pendant longtemps. Donc, c'est une grande ville en banlieue, 30 km de Paris. Moi, je dis souvent à quelques pas de Paris, on dit souvent à quelques encablures, mais quand on prend le RERD, on se rend bien compte qu'il y a... Il y a un monde entre Paris et nous, et c'est vrai que je pense on est nombreux à avoir souffert de ça, c'est-à-dire la distance avec tout ce qui brille, tout ce qui est prestigieux. Pourtant, on était pas mal heureux là où on a grandi. Je pense que quand je recroise tous mes potes de l'époque, on est nombreux à avoir été très potes ensemble, avoir vécu de bons moments, être partis en vacances chez des proches, en camping. Mais en fait, je pense pour beaucoup, on a découvert après, c'est-à-dire après nos études ou après notre vingtaine, ce qui se passait vraiment dans Paris, et que le champ des possibles était beaucoup plus large que celui qu'on nous avait laissé imaginer, que ce soit l'orientation scolaire, que ce soit à l'école primaire, collège, lycée, ou même les parents. Moi, mes parents ambitionnaient grand, mais ils n'avaient pas fait d'études supérieures, donc ils voulaient que je fasse des études. Ils faisaient quoi, vos parents Ma maman, elle était dans le social, donc assistante sociale, et mon papa, musicien. Et donc, en fait, je dis souvent, ils ont connu des bons moments, comme des moins bons, financièrement ou dans leur vie. Mon père a connu une grande période aussi de chômage. Et donc voilà, c'est la petite classe moyenne de banlieue qui est dans son petit pavillon, qui est au pied de la cité. Donc vous étiez dans un pavillon ? Tout à fait. Un petit pavillon à côté dans un quartier qui s'appelle Jean Rostand. Donc vraiment, c'est une rangée de toutes petites maisons accolées au pied de tours d'immeubles. Donc assez classique, en fait, comme quartier. Et avec tout ce qui a un quartier populaire, en fait, une école en plein milieu, beaucoup d'enfants qui jouent dans les rues, très populaire, c'est-à-dire que ce soit le voisinage, en fait, énormément de personnes racisées ou issues de l'immigration première, deuxième, troisième génération. Et voilà, donc moi j'ai grandi dans ça, donc je dis souvent je suis l'anti-Jordan Bardella. J'aurais pu devenir comme lui, avoir une haine contre les étrangers, j'en sais rien, mais en fait j'ai grandi avec l'amour des gens différents de moi, et j'ai grandi avec ce bonheur-là, des cultures différentes, de manger des choses que mes parents cuisinaient pas, de découvrir des musiques que mes darons écoutaient pas. Bref, donc je suis riche de ça, et peut-être que je savais pas, quelques années plus tard, ça aurait fait de moi quelqu'un qui est défenseur des questions d'inclusion, de lutte contre la discrimination. Donc je me bats contre mes potes, en fait, contre ce qui leur arrive surtout. À l'école, quel genre d'élève étiez-vous ? Est-ce que l'idée de vous élever socialement était déjà présent dans votre mindset ? En vrai, je pense que, je dis souvent, j'ai été biberonné à l'ambition par mes parents, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Je pense que le fait de ne pas avoir fait d'études supérieures de la part des deux, ça a été une grosse frustration. Ils l'assument peut-être pas ou ils le disent pas. Mais chez nous, en fait, mon père m'a toujours dit, si tu fais pas d'études, tu seras un clochard.
Donc j'ai été boosté par ça, donc c'était assez violent. Ouais, c'était assez violent. Et donc j'ai grandi avec cette injonction-là de, en fait, si tu fais pas d'études, tu seras une merde, quoi. Et donc on veut pas que tu sois une merde, on veut pas que tu sois la personne. Donc c'était assez violent. Et même aujourd'hui, même les mots, quand je les répète comme ça, j'ai conscience que c'est extrêmement désinvolte ou extrêmement impoli. Et j'ai une maman qui m'a fait croire jusqu'à mon DUT qu'elle avait eu un bac+2 alors qu'elle a jamais eu le bac. Et donc quand je suis rentré à la maison et que j'ai eu mon bac+2 parce que j'étais un vrai mauvais élève, je me suis jamais senti bien à l'école et ça a toujours été très compliqué pour moi de tenir sur une chaise. Et en fait, quand je suis rentré en disant maman, alors c'est qui? Alors, même je lui ai même dit bon, je l'ai pas eu. Elle me dit je me doutais au vu de mes résultats. Et après je dis non, si je l'ai eu. Elle me dit je suis fier de toi. Je dis c'est bon. Alors maintenant j'ai le même diplôme que toi. Elle me dit mais moi j'ai pas le bac en fait. Je sais pas. Donc et c'est vrai que je me dis que mentir à son gosse pour lui donner une représentation positive de ce qu'est l'école, juste pour peut-être le pousser dans ses retranchements et lui dire de pas lâcher, je trouve ça beau. Bon, aujourd'hui, je me dis que ma mère était une mytho aussi, mais elle m'a menti pour de bonnes raisons. Voilà. Donc, vous étiez vraiment en difficulté ou carrément en échec scolaire? Échec scolaire, ouais. En fait, je pense qu'à partir de la 4e, ça a vraiment vrillé. Je pense que j'étais assez insolent. J'avais aussi une capacité, je pense, à m'entourer de gens qui avaient envie de faire les mêmes conneries que moi. Et donc, oui, j'ai le souvenir de carnet de correspondance qui était blindé de mots. À la maison, c'était très tendu parce que je pense que comme ces parents-là étaient conscients que les diplômes allaient jouer un rôle important, rentrer avec toujours des carnets scolaires remplis de soit mauvaises notes, intercepter moi les bulletins qui arrivaient à l'école, être en conflit aussi avec les profs, tout ça, ça crée des... Enfin voilà, je dis souvent que l'école a été une broyeuse pour moi pendant 10 ans, c'était très compliqué. Et puis en fait, ce paradoxe-là qui est entre le fait d'avoir une difficulté à rentrer dans le moule et de l'autre des parents qui veulent absolument que ça fonctionne. Donc il y a un côté très pressurisant et qui n'était vraiment pas agréable. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une prise de conscience pour moi auprès des publics que j'ai. On n'est pas tous faits pour ce putain de moule. On n'arrive pas tous à rentrer dedans. Et en fait, on peut avoir des singularités. Moi, j'ai découvert avec le temps que je suis hyper actif, je suis hyper émotif. Et donc, c'est deux choses qui étaient... si j'avais un prof méchant, ça marchait pas. Si j'avais un prof qui était trop théorique, je perdais le fil. Donc, je crois qu'on est très nombreux à pas rentrer dans le moule. Et c'est peut-être un appel même aux parents qui nous écouteraient. Faites gaffe. Si à un moment, ça marche pas pour votre gosse, c'est pas parce qu'il est bête. C'est peut-être juste parce que le système n'est pas fait pour lui. Si vous deviez repenser au moment où l'ascenseur a commencé à frémir pour vous, qui a appuyé sur le bouton? C'est vous ou ce sont vos parents? Parce que vos parents, on voit bien, il y avait une ambition, mais finalement, vous rentriez pas encore dans l'ambition de vos parents tant qu'il y avait la scolarité. Donc, à partir de quel moment dans votre vie, et surtout, qui a appuyé sur le bouton? En fait, il y a eu plusieurs personnes. Je pense que le premier bouton, c'est mes parents avec le soutien scolaire. En fait, ils essayaient de combler le manque de bons résultats. Et en fait, je trouve par la maison de quartier des cours du soir avec des étudiants étrangers. Donc, un pote qui s'appelait Jean et Jacques, un Togolais, un Sénégalais qui sont devenus très bons amis à ce moment-là et qui m'aident en maths et qui finalement me permettent d'avoir le bac. Même si j'ai une mention rattrapage, j'ai le bac. Et donc ça, c'est le premier truc parce que d'un coup, je passe en études supérieures. Je passe du mec qui a du mal à obtenir son bac à quelqu'un qui obtient son bac et qui continue en études supérieures. Et donc vous étiez en filière générale? Alors technologique parce que c'est un DUT, mais à ce moment-là... Non, je veux dire pendant le lycée. Bac ES. Oui, donc mais... vous êtes resté en filière générale jusqu'au bac. Oui, mais toujours l'élève qui passe... j'ai redoublé 2 fois quand même. J'ai redoublé la 4e et ma première année de DUT. D'accord. Bon. Non, mais c'est 2 ça ans arrive à des gens même. très bien. Hein. Non, mais ça arrive à des gens très bien. Oui, mais je me dis, il m'a fallu attendre mes 30 ans pour me rendre compte que j'étais pas bête, quoi. C'est juste que le système m'a laissé imaginer que j'étais bête. Il y a eu ensuite une prof qui a joué son rôle plus que les autres. Et je crois qu'il faut s'accrocher à ces profs qui vont plus loin que leur job. Et donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à faire confiance à cette ou ce prof qui a envie que votre enfant ou votre progéniture ou votre neveu réussissent. Moi, elle m'a orienté vers une école de commerce qui était à Évry et je pensais jamais rentrer là-bas. Mais elle m'a dit, Anthony, c'est public, vous pouvez y arriver. Elle m'a encouragé. Ça coûtait rien aussi à l'époque, donc c'était 100% important, évidemment. Positif. Et le dernier truc, c'est j'ai souvenir, cet été, j'écrivais en fait parce que j'ai envie de commencer à raconter tout ce qui s'est passé et les humiliations qu'il y a aussi sur le parcours. Mais je voulais parler de ce moment où je rentre au Choiseul. Donc c'est aujourd'hui l'Institut Choiseul, classe les 100 leaders économiques chaque année. Alors c'est très WASP et c'est très
classique, traditionnel. Et j'ai fait partie des leaders qui sont rentrés, grâce aussi à la Fondation Mosaïque qui m'avait aidé à être repéré. Et là, d'un coup, je me dis, ok, il s'est passé un truc. Je me retrouve dans un cercle avec que des dirigeants économiques, costards bien taillés, non à particules. Vous êtes à quel moment de votre parcours là ? Là, j'ai 35 ans à ce moment-là. D'accord. Mais c'est vrai que c'est des étapes. Donc ça, ce sont les rencontres importantes dans la vie professionnelle. Tout à fait. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu. De toute façon, on va riper vers cette question tout de suite. Mais donc, dans le parcours en fait scolaire, il y a cette prof qui juste vous oriente en fait vers cette école de commerce, mais elle vous oriente après le DUT. Comment ça se passe ? C'est ça, en fait, fin de DUT. Bon, je redouble une première fois et elle contribue à ce redoublement. je l'ai su récemment que ma mère l'avait même appelé en disant voilà, Anthony, il a du potentiel, mais il va falloir serrer la vis. C'était entendu sur le manuel d'utilisation. Donc c'est vrai que ça m'a mis une bonne baffe parce que évidemment, quand on redouble, on perd tous ses potes. Il y a un côté un peu traumatisant aussi. Et donc, à ce moment-là, je redouble, mais elle croit en mon potentiel et elle se dit, il faut pas qu'il s'arrête là. Et c'est vrai que il y a eu cette école, donc l'Institut Mines Télécom Business School, donc qui est une des plus grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, qui était au cœur d'Évry. Et j'étais le seul Évryen à rentrer dans la promo à cette époque-là. On est 300 étudiants. Donc déjà, je me sens en décalage entre le petit banlieusard qui est pas très bon à l'école, mais qui arrive avec son DUT à rentrer, et de me retrouver dans un environnement extrêmement codifié avec que des écoles, des gens qui avaient fait des prépas et qui venaient des quatre coins de la France, mais qui étaient quand même donc pour vous, ce moment, c'est le premier étage en fait. C'est le premier étage, ouais. Quand vous arrivez dans cette école. J'arrive dans cette école et là où c'est traumatisant à nouveau, c'est que j'ai qu'une envie, c'est de partir. Je revois ma maîtresse d'école là, elle s'appelait Marisol Craver, et je lui dis je veux partir, ça me correspond pas, je suis pas bien, je comprends pas ce que les autres étudiants sont, j'ai pas le fit quoi. Et alors je comprendrai avec le recul que c'est le fait de pas avoir les mêmes codes, pas venir des mêmes environnements sociaux. Et voilà, faut du temps, faut se faire violence pour réussir à se fondre un peu dans la masse et donc prendre en fait, c'est une bonne transition vers ma prochaine question qui est est-ce que dans la vie professionnelle, est-ce que dans ce parcours ascensionnel, vous avez connu des pannes d'ascenseur, des moments où vous vous sentiez entravé dans votre progression? Tout à fait. En fait, je décide contre ma décision de rester dans cette école, sinon cette fameuse maman d'école, Marisol, et ma mère avaient décidé de ne plus m'adresser la parole, parce que pour elle se disent, il est rentré dans le Graal et il veut partir. Mais c'était anxiogène pour moi, je voulais plus y aller. Donc je décide de rester. Et donc vous vous contraignez quand même. Je me contrains, et aussi parce qu'on se dit on a envie peut-être de satisfaire les gens qui vous ont fait confiance. Et en fait se passent 2 chapitres, 2 années. J'ai la chance de pouvoir entreprendre en même temps que mes études, donc ça c'était vraiment un truc qui m'a permis de rester. De créer votre boîte ? Ouais, c'est ça. Donc je crée mon projet entrepreneurial, et surtout vient le moment où je me dis ok, ce projet entrepreneurial ça fonctionnera pas, j'ai pas les codes, j'ai pas les thunes, je me sens pas, ça fonctionne pas. J'envoie des CV pour trouver ma première alternance. C'était ma dernière année, donc je me dis j'envoie des CV. Et là, je pense que dans la panne dont vous parlez, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire j'envoie des CV, mais sur mon coup. Ça y est, j'ai une grande école sur le CV, j'ai une expérience professionnelle, j'ai entrepris. Et là, j'envoie des CV tels des bouteilles à la mer, pas de réponse. Et j'arrive au stade des 100 CV envoyés sans réponse. Et donc, je me dis même pas d'entretien, non, rien. Rien. Et je me dis qu'est-ce qui cloche ? Alors je revois le CV, ma mère qui me dit Anthony, mets mon nom de jeune fille, enlève le nom de ton père parce que c'est Babkin et c'est un nom à consonance étrangère. À maman elle me dit mets une adresse à Paris, je dis mais on a personne à Paris. Et en fait elle commence à elle-même se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, chose que moi j'aurais pas pu du tout repérer à l'époque. Et en fait c'est un cabinet d'égalité des chances, donc Mosaïque. Mosaïque RH. Tout à fait, à qui j'envoie mon CV. Et à l'époque, on m'appelle, on me dit vous avez. Moi, je savais même pas ce que c'était un Mosaïque. J'envoie, j'ai vu que l'école disait vous venez de banlieue, postulez, on vous aide. Bon, j'ai pris ça comme un appel, mais comme un mail qui tombe et on se dit on teste, un de plus. Et à ce moment-là, j'ai une recruteuse qui m'appelle de chez Mosaïque et qui me dit on pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles votre CV peut être exclu. Vous êtes originaire de banlieue, vous avez une ville de banlieue sur le CV, pas de grande expérience dans un grand groupe, et surtout vous avez un nom en consonance étrangère. Donc il y a 3 raisons pour lesquelles votre CV peut être mis de côté. Et donc je rentre dans un dispositif d'insertion avec Mosaïque, avec le groupe GDF à l'époque, et j'ai ma première alternance qui m'est proposée.
Et en fait, c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour me rendre compte que j'ai fait partie du quota, en fait. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, je suis moi-même à aider tous ces jeunes de banlieue, de quartiers, de zones rurales, etc. Mais en fait, je me rends compte que je fais que m'aider moi-même aujourd'hui, c'est-à-dire en fait de me dire que j'aide tous ceux qui ont autant galéré que moi à trouver leur première alternance et à se rendre compte que malgré les diplômes, malgré la détermination, malgré l'envie de réussir, en fait, il y a toujours ce putain de mur que sont celui des discriminations. Est-ce que certaines personnes ont essayé de vous bloquer l'ascenseur dans ce parcours ? Ouais, je pense beaucoup, hein, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est souvent très informel. On le sait après coup. Par exemple, quand je suis rentré chez GDF, j'ai su après coup que des gens m'avaient traité de racaille. Parce qu'à l'époque, cheveux rasés, pas les codes, costume trop grand, banlieue, peut-être que j'avais pas les codes, etc. Et j'ai su après coup, l'alternant qui m'avait remplacé, qu'il s'était dit ça. Et je pense que c'était le truc le plus violent que j'ai pu entendre, parce que je m'étais dit, waouh, ça veut dire... Mais qui vous l'a dit, en fait ? L'alternant qui me remplaçait, qui avait pris mon poste. Qui m'avait dit en fait voilà ce que les gens disaient de toi sur le poste où tu étais. Quelle horreur. Ouais, en fait c'est plus que à ce moment-là, je pense que je me fonds pas dans le moule, je débarque un peu de ma petite ville de banlieue, je débarque là et j'ai peut-être pas les codes, j'ai peut-être pas le bon look, j'ai peut-être pas la bonne attitude, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut et je me dis ouais, c'est assez violent parce que on se dit qu'est-ce qui mérite qu'on me dise ça. Alors peut-être que j'ai été maladroit sur des choses ou peut-être sur des propos, mais à l'époque ça me blesse beaucoup et je me dis waouh, en fait il y a plein de choses que j'avais pas vues, quoi. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand je parle des discriminations, j'ai conscience que souvent on les vit sans forcément en être témoin. On sent qu'il y a un truc, on sent une pesanteur, on sent quelque chose qui nous... Parfois, vous savez, dans le podcast, on reçoit des gens qui nous parlent carrément de discrimination ouverte. Hein. J'en ai reçu aussi, et après sur d'autres choses. Mais sur l'homosexualité notamment, moi j'ai fait mon coming out assez tardivement, parce qu'en banlieue, il y avait personne qui me ressemblait, donc je m'étais dit, je suis le seul. Et en fait, après coup, on apprend via les applications, etc., et d'autant plus maintenant où les gens géolocalisent, etc. Mais c'est vrai qu'à ma génération, il n'y avait pas encore tous les géologues de gens qui voulaient se rencontrer en fonction de leur orientation. Mais c'est vrai que non, j'ai vu et entendu des trucs dégueulasses, mais après, je n'ai pas envie de m'épancher non plus. C'est vrai que la première fois que j'ai fait mon coming out en entreprise, la personne m'a fait comprendre qu'elle était très manif pour tous et à l'époque sur le mariage pour tous. Donc en vrai, c'était très compliqué d'assumer ce que j'étais, c'est-à-dire à la fois banlieusard, noir, conscience étrangère, mes singularités par rapport au fait d'être un hyper, le fait d'être... Donc je suis cumulard, mais c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, hein, je m'en rends compte, parce que je suis atypique d'une certaine manière. Oui, vous êtes riche de toute cette diversité. Oui, et en fait je comprends des gens très différents. Donc, si on fait une soirée avec tous mes potes, il y aura beaucoup de gens différents dans cet espace-là. Donc, je voudrais revenir sur l'ascenseur émotionnel que vous avez peut-être rencontré justement du fait de venir d'un certain environnement, contexte socioculturel, et aujourd'hui d'être dans un contexte socioculturel, on va dire, plus de l'establishment. Enfin bon, on le vit toujours bien, ça, ou est-ce qu'il y a des moments où vous avez le sentiment que ça secoue beaucoup, que vous vous sentez pas légitime et tout, encore aujourd'hui? Je pense qu'il n'a jamais été aussi difficile lorsqu'on cumule encore plus, c'est-à-dire le nom à conscience étrangère, la ville de banlieue sur le CV, le fait de ne pas avoir de parents qui a un poste à responsabilité ou quoi que ce soit, ou pas de diplôme. En fait, on voit bien que l'ascenseur n'est pas en panne, l'ascenseur il est à l'arrêt. Et en fait, le pire, c'est que la situation ne fait que se durcir. Et donc, on voit cet écartèlement entre la petite classe moyenne dont mes parents ont fait partie, et aujourd'hui, je pense qu'ils auraient encore peut-être moins, et on va dire une classe plus élitiste, celle qui gère ce monde économique et qui est plutôt en quête de conserver ses acquis ou ses privilèges. Donc, on voit bien qu'il y a deux mondes qui ne se croisent plus. Et moi, j'en suis conscient, c'est-à-dire mon parcours aujourd'hui, je suis pas sûr que je l'aurais aujourd'hui. Et donc, il y a une bataille qui s'annonce, qui est celle de comment on fait en sorte de réactiver certains endroits du système qui sont extrêmement grippés. Donc vous avez senti dans ce parcours, vous continuez à sentir parfois le sentiment d'imposture, les complexes socioculturels, tout ça, le fait de pas connaître les codes, ou c'est bon maintenant? En fait, j'ai beaucoup navigué, je me suis pris beaucoup de baffes, et donc je pense que j'ai appris de ces baffes-là, des moments où on se sent terriblement seul, en se disant aussi qu'est-ce que je fous là, on se retrouve dans un environnement où on est le seul à se dire tiens, je connais personne dans la salle, le seul à être habillé de telle ou telle manière, le seul à se dire en fait je n'ai pas de contact et je vois aucun visage familier, donc mais
on va dire que j'ai eu une expérience là assez douloureuse, assez récente. On va dire de quelqu'un qui a du réseau, qui a été assez méprisant à mon endroit. Et en fait, c'est marrant, ça m'a ramené à ma condition de transclasse. Parce qu'en fait, je me dis, nous, transclasse, lorsque même on arrive à péter ce plafond de verre et à évoluer, en fait, on n'est pas suffisamment enraciné tout là-haut. C'est-à-dire que les gens qu'on côtoie, on n'a pas fait l'école ou le collège ensemble, on n'a pas grandi dans les mêmes environnements socioculturels, on n'est pas voisins de quartier, on n'a pas les mêmes repères, quoi qu'on en dise, ou les mêmes références culturelles. Donc même si on a réussi à se confondre, voire apprendre tout ça, en fait je considère qu'on n'est jamais l'arbre enraciné qu'on peut être lorsqu'on sait d'où l'on vient et lorsqu'on appartient à la même... catégorie de personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en être, mais ça veut dire que le moment où ça secoue, et j'ai connu ces moments-là récemment, en fait, on se sent un peu plus isolé et on se dit, est-ce que finalement, j'ai vraiment ma place ici? Donc ce syndrome de l'imposteur, et je le vois, j'ai mon podcast Prends ta place, je reçois plein de personnalités très chouettes qui sont des transclasses, comme vous le faites sur ce podcast. Et en fait, je vois que on a toujours ce syndrome de l'imposteur qui nous est collé au basque. C'est-à-dire que même si on veut s'en émanciper, on aura toujours un moment où quelqu'un va nous ramener à notre condition sociale, géographique, culturelle. C'est ça qui est chiant. Et donc, ça nous fait douter. Alors qu'on ne devrait pas douter, parce que vu le travail, le nombre de gens que je croise qui sont dans leur zone de génie, qui sont smart, qui ont fait des choses géniales, et qui quand même se réinterrogent, parce que parfois, on va leur faire une remarque qui les ramène à leur singularité, à leur parcours, à des humiliations vécues. Et donc d'un coup, c'est humain, on doute. Et ça c'est chiant. Et c'est vrai que parfois j'aimerais avoir une baguette magique en disant doute pas quoi. J'ai reçu. Mais même vous, après tout ce que vous avez fait, dont on va reparler là, mais tout ça, ça continue à vous fragiliser. Vous vous sentez encore dans cet ascenseur émotionnel? Comme je suis un hypersensible, ça m'arrive. Et j'ai détecté ça, donc ça me permet de l'apprivoiser. Non, je pense que c'est bien de se réinterroger de temps en temps sur est-ce que ce que je fais c'est utile? Est-ce que ça aide les autres? Est-ce que ça a du sens? Et je pense que c'est humain de se réinterroger là-dedans. Moi, il y a un truc qui m'a un peu soigné. Et je dirais qu'il faudrait qu'il y ait ce soin-là tous les 5 ans. C'était la Obama Foundation. J'ai eu la chance d'avoir les grâces de Obama. Non, c'est un programme que Obama a monté partout dans le monde et notamment géographiquement en Europe, en Afrique, en Amérique latine ou Amérique du Nord. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que ce sont des promos d'entrepreneurs sociaux. On est une trentaine sélectionnés chaque année. Et c'est vrai que ce moment-là, j'avais envie de tout lâcher au niveau associatif. C'était trop dur. C'est arrivé à quel âge pour vous? Il y a combien de temps? Il y a 3 ans, en 2022, donc j'avais 34 ans. C'était avant Choiseul? C'était un peu au même moment. Donc on va revenir sur ces 2 épisodes, s'il vous plaît. Donc racontez-moi comment vous avez été sélectionné, comment vous l'avez appris. Non, mais je pense qu'il y a toujours des bonnes fées et je crois qu'on se fait jamais seul. Donc pour l'un, c'était les équipes Mosaïque avec Saïd Amouche. Pour le second, pour Obama, c'était une copine, Maïma Toumar, qui avait fait la Obama Foundation l'année précédente et qui m'avait recommandé, sans me le dire, et qui m'a dit, je pense que tu as tout le potentiel et tu corresponds à ce qu'ils recherchent. Donc évidemment, gros syndrome de l'imposteur, sachant que j'avais déjà postulé et été refusé. Et donc, la Obama Foundation me sélectionne. Je rentre dans ce programme-là, qui est un programme de 6 mois, qui est vraiment fondé vraiment sur le leadership et sur le fait de réussir à exprimer dans son parcours de leader à la fois les vulnérabilités, les raisons qui vous ont poussé à entreprendre, et aussi raconter peut-être des choses qu'en France on raconte pas parce qu'on se dit par pudeur, par gêne, ça le fait pas quoi. Alors qu'en fait, les Américains vous poussent à être beaucoup plus sur pourquoi mon histoire personnelle a été traumatisante et pourquoi je vais la mettre au service des autres. Et donc en termes de porte-parole là, de leadership, c'est extrêmement puissant. Donc d'où le fait que parfois on regarde des Américains, on se dit à la fin on pleure, ça paraît surjoué. Bon, eux ils vont peut-être un peu trop fort en mode Netflix parfois, mais il y a un truc qui est prenant, qui prend au trip. Donc c'est vrai que moi je parle aussi maintenant beaucoup plus de ces traumas d'école. Et c'est vrai que on a eu cette opportunité de rencontrer Barack Obama, d'avoir des échanges vraiment comme là on se parle entre nous. Il était là autour d'une table avec plusieurs d'entre nous. Et c'est vrai que quand un leader économique ou politique comme lui dit en fait votre problème à tous, c'est que vous doutez de votre valeur et de la proposition que vous ramenez sur la table. Et il dit, quand je m'enferme avec des gens, quand c'est le G7 ou le G20, et que des gens qui se disent être consistants sont moins consistants que vous,
Ouais, là, on se prend une baffe. On se prend une baffe parce qu'on se dit, il le dit pas pour nous faire plaisir. Il nous a sélectionnés dans ce programme. Il nous invite tout frais payé à Copenhague pour qu'on se rencontre. Et s'il le fait, c'est son héritage à lui. C'est qu'il a un intérêt à le faire et à sélectionner les bonnes personnes autour. Donc ça avait été un truc un peu... Ça vous a aidé quand même à dépasser ce syndrome de l'imposteur. Bien sûr. Bien sûr, mais bon, faudrait le voir tous les mois. Alors, il y a une question souvent que je pose, mais du coup, je pense que vous y avez répondu en creux, qui est, est-ce que quand on s'élève comme ça socialement, on a envie de, finalement, d'oublier un peu d'où on vient, ou au contraire, de se souvenir? Je pense que c'est se souvenir. C'est une excellente question, parce que j'estimais, et la métaphore, je l'aime bien, j'estimais être un arbre sans racines. En fait, quand j'ai quitté ma petite banlieue grâce aux études supérieures, parce que après l'IMT, j'ai fait la Sorbonne, donc bon, pour le mauvais élève, c'est bien. Et en plus, c'est sur le concours, donc... Mais non, mais il y a heureusement, les parcours humains et des retournements de situations spectaculaires dans l'humain. Heureusement. Oui, mais bon, même Netflix, si mes parents avaient été producteurs pour Netflix, n'auraient pas imaginé ce scénario-là. La Sorbonne, je pense que c'était pas dans leur plan. Mais bon, donc l'IUT, c'était déjà très bien pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est à ce moment-là, quand on va dire que j'ai cette opportunité de rentrer dans ces cercles, je crois que je me déracine vraiment. C'est-à-dire que je me dis, Évry, je veux plus en entendre parler. J'étais très en colère, en fait. J'avais une contrariété très grande parce que j'avais le sentiment d'avoir vécu comme des formes d'humiliation, de me dire, je trouve pas de taf, l'école c'est compliqué, j'ai du mal à rentrer dans ce dispositif, j'y reste contraint et forcé. Donc quand j'arrive à Paris, je suis en mode boxeur, j'ai envie de tout fracasser, j'ai envie de vraiment de me venger un peu de ces années de souffrance. Ouais, et donc d'oubli. J'ai envie d'oublier. Et en vrai, c'est là où je vois que je suis un arbre sans racines. Et je dis, un arbre sans racines, ça tombe. Et c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de mes 30 ans, où je me suis dit, je suis plus enraciné. Ils sont où mes potes? Ils sont où mes repères? Elles sont où mes valeurs? Et je l'ai conscientisé aujourd'hui, mais à l'époque, je me rends pas compte que je suis vraiment triste, en fait. Triste d'avoir perdu ce qui a le plus de sens pour moi. Et comment vous l'avez perdu? Je veux dire, vous avez accepté un job qui vous convenait pas? Non, je pense qu'on gagne plus de fric, on s'isole. Moi, j'étais dans le 5e arrondissement, côté rue Mouffetard. Je rentrais en Uber du taf, où j'allais en taf en Uber. Vous aviez quoi comme boulot, juste pour dire? Mon dernier job, j'étais directeur général adjoint en charge du numérique chez TBWA. Oui, donc ça va quand même, vous aviez fait une sacrée ascension. Bien sûr, je gagnais plus de 100 000 euros par an. Mes parents, fiscalement, me disaient, Anto, on peut rien faire pour toi, on sait pas comment on fait ce genre de truc. J'ai investi dans un appartement à Paris, je veux racheter un deuxième appartement. Mes parents sont complètement perdus à ce moment-là. Ils se disent, mais écoute, Anto, tu gères mal ton fric, tu n'as plus la notion des choses. Ma mère qui est en grand décalage, qui m'aide parce qu'elle voit que sur la paperasse, je suis pas bon. Donc vous êtes un peu en grisement de la situation, voire en folie un peu quand même. Oui, en fait, je louais des voitures excessivement chères tous les week-ends, je payais des super moments pour mes parents, ma famille et moi. Je suis une poche percée de toute façon, donc voilà, ça change pas. Mais en vrai, je pense que j'avais besoin de dire, ok, on a eu des moments familiaux où il fallait serrer la vis à fond, et où des moments aussi où les parents disaient, voilà... Vous avez pété les plombs, en fait. Un peu, ouais. mais gentiment, hein. Quand je dis ça, c'est que j'ai fait de mal à personne, voilà, mais je pense que j'étais très excessif à ce moment-là, ouais. Et qu'est-ce qui vous a ramené justement à faire le lien entre d'où vous venez et ce que vous êtes aujourd'hui? Sur Terre, c'est une bonne question. Je pense que, en vrai, je pense que je me suis pas rendu compte, mais je suis pas mal cramé. Parce qu'en fait, quand on veut monter, on s'use beaucoup, on donne beaucoup de sa personne. On a envie que ça réussisse. Donc, on est prêt à faire matin, midi, soir, travail. Je pense que on compense avec la fête, les amis, les soirées, les dépenses à tout va. Et puis, on s'oublie un peu là-dedans. Et surtout, en fait, je pense qu'il m'a ramené les pieds sur terre, c'est que je sentais un profond décalage culturel entre le milieu social et économique dans lequel j'évoluais et là d'où je venais, et les valeurs de mes parents qui sont des gens du coup très ancrés, très sains. Un sou est un sou, voilà. Et donc je pense qu'il y a un décalage qui s'est créé, et ce fossé c'était moi. Donc et est-ce que ce fossé il allait jusqu'au fait que vous étiez moins présent vis-à-vis de vos parents? Oui, tout à fait, ouais. Non, je pense qu'on se déracine, et c'est là où en fait le monde associatif un peu inconsciemment m'a rattrapé. J'ai eu besoin sur la dernier moment de carrière, quand j'étais encore dans la communication, j'ai commencé à avoir un besoin un peu viscéral de me dire comment je me réancre. Et donc le monde associatif est venu à moi avec Mounira Hamdi, donc avec celle avec qui j'ai cofondé
et l'association avec qui d'ailleurs on avait fait nos études ensemble, je disais j'ai un besoin de montrer qu'il y a de la diversité dans ces entreprises-là qui n'en ont pas. Et c'est comme ça qu'est né Diversity Days, donc cet assaut d'égalité des chances que je pilote depuis 8 ans maintenant. Et avec Mounira, on se dit, on va aller chercher les talents qui manquent dans nos organisations. Qui manquent et qu'on ne voit pas. Ouais, mais on les voit pas parce qu'ils sont pas là. Oui, non, enfin, qu'on ne veut pas voir ou bref, qu'on va pas chercher. Et puis le microcosme de la com a cette particularité-là d'être incapable de sortir de son microcosme parisien pour aller chasser des talents. Alors justement, j'ai encore quelques questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement, mais vous avez pris l'ascenseur social, mais beaucoup, vous le savez, n'ont pas cette possibilité. On en parlait tout à l'heure. Compte tenu de votre expérience, qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'échelle de la France pour qu'une ascension sociale comme la vôtre, enfin plus exactement plus facile que la vôtre, puisse être davantage banale en fait? Je vais être assez franc, je pense qu'il faut tout dynamiter et c'est un peu comme sur l'aide sociale à l'enfance, je retrouve les mêmes séquelles, c'est-à-dire en fait le système est profondément inégalitaire à la base. Je veux dire, moi, j'ai compris ce qu'était une prépa après mes études. J'ai su ce qu'était une école supérieure de commerce et d'ailleurs, le fait que certaines étaient accessibles, même pour des boursiers ou pour des personnes qui avaient pas les moyens de se la payer, très très tard. Je pense que très tôt, tout ce qui est conseil d'orientation, etc., et notamment en banlieue et en zone rurale, il y a encore beaucoup de biais. On nous envoie vers des filières très courtes. Alors, à nouveau, qui peuvent mener vers l'excellence. Hein. On connaît des gens qui ont fait un CAP pâtissier et qui sont devenus de grands chefs. Mais malheureusement, ces histoires-là, elles sont encore trop peu présentes dans nos quartiers ou nos zones rurales. Et je nous mets au même point d'égalité parce que je pense que même les ruraux, ils sont encore plus désavantagés parce qu'ils sont loin. C'est-à-dire que nous, parfois, on est proche de la grande ville, on est proche du grand centre urbain, on peut rencontrer des gens que les ruraux ne rencontrent jamais. Moi, la première fois que mon mec a rencontré un homme de pouvoir quand on était à Paris, j'étais rue Mouffetard, François Hollande descend la rue, j'habitais le quartier et mon mec vient me voir en me disant je crois que c'est François Hollande, en bégayant et tout. Et je lui dis non mais tu te fous de ma gueule, et en fait je sors, c'était lui, et en fait il me dit juste après, il me dit mais je pensais qu'il n'existait pas. En fait, parce que je l'ai toujours vu à la télé, ces gens-là, je les ai toujours vus via un écran et jamais vus en vrai. Et pour moi, enfin, je sais pas. Le fait de le voir en vrai, c'est dire, ok, ça existe. Et donc, ça, c'est l'imaginaire collectif, mais les ruraux, c'est qu'ils sont encore plus loin. Ça, c'est parfois, je dis pas que tous pensent que c'est de la fiction, mais c'était une manière de dire à ce moment-là que ça lui paraissait irréel. Et donc, je pense qu'on est trop loin des réalités. Et ces centres économiques, ceux qui font le pouvoir, qui prennent les décisions, ne vont que trop peu dans nos territoires. Ça leur paraît trop loin, ça leur paraît trop embouteillé. Moi, trop embouteillé, je vois bien certains décideurs économiques, quand je leur dis on fait un truc à Évry, c'est loin, c'est à quelle heure, c'est en journée, attention. Et parfois je leur prends la tête, je leur dis viens rencontrer les gens. T'imagines que le programme entrepreneurial qu'on a monté à Évry il y a maintenant 5 ans et qui a lieu quasiment tous les ans avec la ville d'Évry et Diversity Days, c'est des promos de 15 entrepreneurs. 80% en 2021 ne savaient pas ce qu'était Station F. Station F qui est le plus grand incubateur tech, etc. Et je me revois en creux, je me revois en eux, je me revois monter ma petite boîte et pas savoir où est-ce que se fait le business. Ça veut pas dire que tu peux pas en faire à Évry, mais globalement si à un moment tu veux gagner de gros clients, des grands comptes, lever des fonds, etc., bah il va falloir foutre les pieds à Station F. Et c'est chiant parce qu'un RERD tu mets 1 heure, mais en même temps c'est un passage presque obligé. Donc justement, quel conseil vous pourriez donner à un jeune, à des jeunes qui voudraient monter dans l'ascenseur social, malgré les structures qui sont compliquées, mais voilà, qui peut quand même avoir envie, heureusement, d'agir sur son destin à lui. Là, c'est la question plus individuelle et moins macro. Quel conseil vous lui donnez ? Moi, j'aime pas le mot conseil parce que c'est toujours facile après coup de venir en donneur de leçons en disant ose. Je déteste ce genre d'injonction. Ose, il suffit doute moins de toi. En fait, on aimerait, mais quand c'est ancré, c'est ancré. Et en fait, le doute, quand il s'instigue en toi, pour le retirer, c'est très très dur. Moi, le seul truc qui a été très formateur et maintenant je dis à tous ceux que je crois, je leur dis entoure-toi et vite. Ose aller tenir la veste à ton prof qui a l'air d'avoir un super réseau et qui enseigne, je sais pas, dans quelle fac ou dans quelle université ou grande école. Ose aller demander un peu plus de temps à ton prof voilà. Ose le moment où il y a quelqu'un dans ton lycée ou ton collège qui vient intervenir sur tel métier, à prendre son contact, à montrer que t'en veux un peu plus que les autres. En fait, ce côté aller vers, je parle de handicap et je fais très attention au mot handicap parce qu'il a une vraie signification, mais
ça devient presque un handicap social de se dire ouais mais je le connais pas, ouais mais qu'est-ce que je vais lui apporter? Va péter cette porte et va vite t'entourer, parce que plus tôt tu vas t'entourer, moins tu vas te sentir isolé, et plus tu vas être mis en confiance dans ce vers quoi tu as envie d'aller, que ce soit comédien, architecte, docteur, entrepreneur, peu importe. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a un tel enjeu à faire en sorte que certains soient entourés, et ce qui pêche la plupart du temps, c'est que la plupart de ces publics se disent ouais mais j'ai pas le réseau, ouais mais j'ai pas les contacts, oui mais j'ai pas les bonnes personnes pour m'aider. Donc si tu vois une bouée, saute dessus. Et vraiment, lâche pas cette personne. Limite, quitte à la faire chier, tu vois, à devenir... Oui, ce qui est très important dans ce que vous dites, Anthony, c'est le pouvoir des rencontres. Oui. Vous en avez parlé pour vous avez parlé de ces différentes professeurs, etc. Vous avez parlé de Barack Obama, ce qui est quand même pas banal, mais vous avez fait d'autres rencontres dans votre vie professionnelle, et ce qui est sûr, c'est qu'on n'y arrive pas tout seul. Non, jamais. Et donc... Voilà, ce que vous dites, vous, c'est pour essayer de pousser les murs, il faut les susciter, ces rencontres, voire s'accrocher à elles, forcer le destin, voilà, en demandant de l'aide, sans sous-estimer le besoin d'aider de certaines personnes qui peuvent vous ouvrir des portes. Tout à fait. Parce qu'un jour... c'est peut-être vous qui aiderez la personne en retour. Alors, c'est là très bien. Voilà super. C'est la belle vraiment conclusion. Une bonne conclusion. Une dernière question. La plupart des gens qui témoignent dans ce podcast, peut-être parce que je l'ai choisi comme ça, sont des gens qui renvoient l'ascenseur. Ils sont arrivés, eux, à une certaine élévation sociale, on va dire, mais ils ont à cœur de renvoyer l'ascenseur. C'est votre cas. Donc, vous avez déjà un peu parlé de ça, mais en 2 mots, comment vous faites, vous, avec Diversity Days, pour renvoyer l'ascenseur? Et unique, vite fait. Je sais pas si on renvoie l'ascenseur, mais on envoie l'ascenseur. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire qui est en notre possible, on le fait pour les publics qu'on accompagne. La première, c'est qu'on a un gros programme de reconversion. C'est presque 1000 personnes qui le suivent tous les 3 mois, où on leur redonne ce que c'est que les bases pour rentrer dans le monde de la tech ou dans la formation, dans les questions du numérique. La deuxième, c'est un programme entrepreneurial. Là, on en a un qui tourne à Évry, à Saint-Denis, à Montpellier, à Bordeaux. Donc des gens qui ont un projet dans la tech et qui considèrent être sous-représentés, vous êtes les bienvenus. Allez sur notre site diversitydays.com, et on a un grand festival qui a eu vocation ces dernières années à réunir tous ceux qui font. En fait, je dis souvent, les problèmes on les connaît, mais les solutions beaucoup moins, et donc on a un enjeu de remettre autour de la table tous ceux qui portent des solutions positives, que vous soyez en situation de handicap, personne LGBT, personne 50 et plus, personne qui vient des quartiers aux zones rurales, qui a pas de réseau, qui a connu de grands moments aussi de solitude, parce qu'un trou dans le CV, ça peut être des traumas, ça peut être proche aidant, ça peut être... En fait, l'objectif, c'est de montrer qu'il existe un terrain de solution qui est ultra fertile, mais que souvent, moi, dans tous ceux que j'ai rencontrés dans mon parcours, me disent « je savais pas que ça existait ». Et donc, c'est là où on répare. Et après, moi, Anne-Cécile, pour être tout à fait franc, je suis en mission. Aujourd'hui, toutes les portes que je peux ouvrir pour toutes les minorités au sens large, je le fais. Et quand je dis minorité, c'est que je considère qu'on peut être aussi bien discriminé à 50 et plus que parce qu'on a un handicap invisible. Donc quand je dis minorité, c'est 99% de la population au final, sachant que certains sont cumulards, donc j'ai encore plus d'empathie et de solidarité pour eux. Et donc tout ce que je peux faire, je suis dans le jury top 35 avec Positive, là, qui était en partenariat avec les Échos, et demain avec Ouest France, j'aide à pousser des noms à fond. Dès que je peux recommander des personnes dans mon réseau connecté, on a des moments de mentorat avec des dirigeants d'entreprises avec lesquels je suis connecté. Pour moi, c'est un devoir. C'est une responsabilité parce qu'on est trop peu à être des ponts. Et donc, j'estime être un pont aujourd'hui. Combien de temps ce pont durera? Parce que ça demande beaucoup d'énergie, je sais pas. Mais ça me rend extrêmement heureux. Ça, je pense que mon point de satisfaction maximum, c'est le fait de pouvoir ouvrir des portes. Parce que j'ai vu à quel point elles étaient dures à ouvrir. Et aujourd'hui, les ouvrir pour les autres, ça me rend terriblement heureux. Le prochain étage pour vous, c'est d'ouvrir toujours plus de portes, en fait. Oui, et puis de m'accorder un peu de temps, parce que je trouve que quand on aide les autres, on fait pas attention à soi. Et j'ai appris ces dernières années que si j'ai pas la santé, je peux pas aider les autres. Donc j'ai décidé de prendre un petit peu soin de moi. Voilà. Merci beaucoup, Anthony Babkin. Merci, et merci pour l'invitation, et bravo pour ce rendez-vous. Je le suis avec beaucoup d'assiduité, et j'espère qu'il va continuer à grandir. Merci, Anthony. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.